Donc on s'intéresse maintenant à la résolution de cet exercice de détermination des coordonnées d'un point dans l'espace à partir de distances par rapport à des points de référence. Donc c'est quelque chose qui est très très similaire à ce qui peut se passer dans les calculs qui sont faits pour le système de positionnement global, donc du GPS. Donc voici notre énoncé. Donc en fait on connaît la distance de notre point inconnu, alors qu'on va appeler le récepteur. Donc les points de référence, ce sont les coordonnées cartésiennes de trois satellites, alors qu'on a désigné par S1, S2, S3, donc qui sont données ici. Et on va considérer que l'on connaît les coordonnées du point inconnu, c'est-à-dire du récepteur, enfin que l'on connaît les distances de ce récepteur aux différents satellites. Donc distances respectives qui sont données par D1, D2, D3. Donc on se propose de déterminer avec, là ici, fsolve, et on va voir qu'on va commencer avec la méthode de Newton, puisque ce sera la première fois qu'on l'a fait fonctionner pour un système d'équations non linéaires. Et on comparera ensuite la position obtenue, donc du récepteur, avec la méthode de Newton, avec celle de fsolve, et puis on verra un petit peu quels sont les différents comportements des deux méthodes, en essayant de bien montrer que le calcul de la jacobienne, c'est pas quelque chose de superflu. Voilà, et donc accessoirement, on vérifiera que le point obtenu, vu qu'il y a deux solutions a priori à ce problème-là, étant donné les distances, que le point obtenu, c'est bien un point qui se situe à la surface de la Terre. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur la façon dont se fait plus précisément le calcul des coordonnées à partir enfin, dans le vrai système GPS, je vous suggère de vous procurer ce livre qui est bien sous tout rapport sur plein d'autres sujets et d'aller voir spécifiquement le chapitre 1 qui s'appelle Positionnement. Donc première chose à faire pour ce problème, c'est le mettre sous forme standard. Alors sous forme standard, ça veut dire quoi? Faire en sorte que le problème se résolve en cherchant à annuler une fonction, ici qu'on va appeler f, de Rn dans Rn. Donc si on regarde pour l'instant uniquement les équations que l'on a à notre disposition, les trois équations, elles sont de la forme la distance de notre point X inconnu aux différentes stations satellites sont données par des quantités données. Alors là, les équations, on les a écrites de façon un peu particulière. On aurait pu très bien écrire norme de x moins si est égale à di. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on met des carrés? Alors on met des carrés, bien évidemment, pour que la fonction obtenue f, on va voir en dessous, tout simplement, elle soit différenciable. Alors je vous rappelle que pour la méthode de Newton, il faut que la fonction soit différenciable. Voilà. Donc la façon de définir la fonction f, ça consiste tout simplement à prendre chacune de nos équations, à passer toutes les quantités du même côté du signe égal, et de prendre ces trois quantités et de les mettre tout simplement en colonne. Et donc ceci, ça va définir tout simplement les trois lignes de notre fonction f de x. Donc chaque ligne de f de x, on pourra les appeler f1 de x, f2 de x, f3 de x. Voilà. Et donc avec ça, on a notre problème sous forme standard f de x égale à 0. Donc à partir de là, on pourrait très bien directement enchaîner dans Scilab par déjà l'écriture de la fonction f, et ensuite par l'utilisation de la fonction fsolve. Alors, vu qu'on va aussi programmer la méthode de Newton, on va avoir besoin de la dérivée ou jacobienne de la fonction f. Donc pour calculer f' de x, on va pas procéder, on va pas le faire par le calcul des dérivées partielles, parce que là, ça serait un peu contre-productif et pas du tout naturel. L'idée, c'est plutôt d'utiliser tout simplement la définition de la dérivée, et donc qui passe par l'écriture du développement à l'ordre 1. Donc pour cela, on va par exemple s'intéresser à f1 de x, et on va développer pour un vecteur h de R3, f1 de x plus h. Donc f1 de x plus h, c'est norme de x moins s1 plus h
au carré moins d1 au carré. Donc si on développe ceci déjà en écrivant la norme du vecteur qui apparaît ici, x moins s1 plus h, sous la forme le vecteur transposé fois lui-même, on va développer ceci, alors pas complètement, on a tout à fait intérêt à garder d'un seul tenant x moins s1, on va voir pourquoi. Donc là on développe le premier terme, hein. Alors ce qui nous donne x moins s1 transposé fois x moins s1, plus les produits croisés, donc x moins s1 transposé fois h et h transposé x moins s1, qui sont tous les deux des scalaires, comme les autres quantités la quantité qu'on a développée avant. Donc en fait, h transposé x moins s1 et x moins s1 transposé fois h, c'est exactement la même quantité, tout simplement parce que quand on transpose un scalaire, en fait c'est lui-même. Donc on a deux fois ce produit croisé, alors qu'on écrit ici sous la forme qui va nous intéresser. On va voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'elle est en produit de h et non pas de h transposé. Donc 2 fois x moins s1 transposé fois h. Et puis le dernier terme, h transposé fois h, qui va jouer le rôle de notre reste dans le développement. Et donc on identifie aisément, alors le premier terme, x moins s1 transposé x moins s1, c'est norme de x moins s1, moins d1 au carré, ceci c'est f1 de x, d'accord? Donc il nous reste le terme 2 fois x moins s1 transposé fois h, plus norme de h au carré, qui est donc notre reste, puisqu'il se met sous la forme norme de h multiplié par norme de h, qui là, le deuxième norme de h joue le rôle de la fonction qui tend vers 0, quand norme de h tend vers 0. Donc là, la dérivée, on l'identifie sans problème. Où ça? Eh bien, dans le terme qui est ici, c'est-à-dire 2 fois x moins s1 transposé, qui est en produit de h. Donc, voici la dérivée de f1. Donc, on peut généraliser ça pour chaque valeur de i. Donc, chaque f' i de x, c'est 2 fois x moins si transposé. Donc, faites bien attention. Ça désigne bien à chaque fois un vecteur ligne, puisque dans tous les termes de notre développement, hein, f1 de x plus h, c'est une fonction qui va de Rn dans R, donc toutes les quantités, ce sont des réels. Et donc, pour que x moins s1 transposé fois h soit bien un réel, il faut bien que x moins s1 soit transposé soit une ligne. Donc, si on recolle les morceaux, f' de x, c'est tout simplement bien, la matrice où chaque ligne, c'est la dérivée de f1, la dérivée de f2, la dérivée de f3. Voilà, donc c'est comme ça qu'on l'écrira dans Scilab. Alors, maintenant, si on voit ce qu'il faut faire pour la méthode de Newton, donc on va déjà rappeler quelles sont les itérations de la méthode de Newton. Donc pour k positif, il s'agit de construire les itérations suivantes, xk plus 1, xk moins... Alors là, ici, on l'écrit formellement, on va dire mathématiquement, tout en sachant que c'est pas comme ça que l'on va procéder, comme on va voir ensuite. L'inverse de f' de xk multiplié par f de xk. Ce vecteur moins f' de xk moins 1 fois f de xk, en fait, c'est la solution d'un système d'équations linéaires. Alors c'est pour ça qu'on pratique. Donc côté Scilab, il y a une petite partie du travail qui a déjà été faite, à savoir les lignes qui définissent les coordonnées des 3 points avec les coordonnées des satellites, et puis les distances. Alors faites bien attention, si vous faites copier-coller à partir du sujet en PDF, les signes moins qui sont dans le PDF ne sont pas les mêmes signes moins que ceux que vous tapez au clavier. Donc si vous avez une erreur bizarre, c'est à cause de ça. Donc copiez éventuellement les chiffres, mais faites bien attention à taper les signes moins au clavier. Alors, ce que l'on va commencer par définir en premier, c'est donc la fonction f. D'accord? Donc, on va lui donner un nom à cette fonction qui soit un peu plus explicite que ce qu'on a fait jusqu'ici dans tous les exercices. Et puis l'argument, le vecteur x, on va l'appeler grand X, comme dans le sujet. Et donc au niveau du calcul, donc f c'est un vecteur colonne qui contient sur chaque colonne la norme de x moins si au carré, on commence par S1, moins
di au carré, donc là d1 au carré. Et vu que c'est la même chose sur les 3 colonnes, on va se permettre de faire copier-coller. Pour les 3 composantes. Voilà. Fin de la fonction. Donc on est bien d'accord que là on fabrique un vecteur colonne. Alors si on devait utiliser la fonction fsolve de Scilab, il n'y aurait pas grand chose à faire de plus comme travail. Alors fsolve, on va se la garder pour la fin. Et là le but c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cette première application de la méthode de Newton pour un système de plus d'une équation. D'accord? Donc occupons-nous de la jacobienne. Donc on va écrire une nouvelle fonction. Donc je vais prendre comme nom générique JGPS, d'accord, l'argument de sortie df dx. Donc ce sont des choses que vous pouvez choisir à votre guise, hein. Alors, dans le sujet, je vous rappelle, on avait 3 lignes, hein, qui étaient concaténées en ligne. Donc là, on va se donner le droit d'être un peu astucieux. Alors, on n'oublie pas le 2 en facteur devant. En fait, on va écrire la chose comme 3 vecteurs colonnes concaténés en colonnes, et puis on transposera à la fin. Voilà. Donc, ça va nous donner x moins s1, deuxième colonne, x moins s2, troisième colonne, x moins s3. D'ailleurs, bon, les parenthèses sont superflues, hein. C'est pas la peine de surcharger les notations. Voilà, et le tout transposé. C'est tout. Donc, il manque quelque chose, il manque le principal surtout, c'est quelque chose qui fasse tourner la méthode de Newton. Donc là, on va être un petit peu quand même minimum exigeant, on va pas juste écrire les choses en dur là dans le script. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire une fonction qui puisse fonctionner de manière complètement générique pour un autre cas que celui du GPS, d'accord? Donc, cette fonction, elle doit sortir plusieurs choses. Le vecteur solution, qu'on va appeler communément petit x, la valeur de la fonction en ce vecteur solution, et ici on va sortir le nombre d'itérations qui ont été faites par la méthode, d'accord? Le nom de la fonction, on va pas chercher midi à 14h, hein, Newton c'est très bien. Comme argument, bien évidemment, alors la condition initiale, la fonction que l'on cherche à annuler, et la fonction qui calcule la dérivée. Donc première chose que fait cette fonction, initialiser x à x0, parce que s'il s'avère que f de x0 est exactement égal à 0, eh bien x sera égal à x0, il n'y aura pas grand chose de plus à faire. Donc il faut bien commencer par ça. Ensuite, alors on ne va pas définir comme on avait fait dans le premier TD, la première partie du TD, tolérance et non maximum d'itération, ça je vous laisserai faire. On va faire de façon arbitraire, au pire 100 itérations, ça normalement il faudrait le paramétrer, hein. Donc première chose dans la boucle, on calcule un vecteur qui va nous resservir après pour faire les itérations, mais qui est donc f de x, d'accord? Et première chose à tester, est-ce que f de x ne serait pas tout simplement déjà plus petit en valeur absolue que la tolérance qu'on va fixer ici arbitrairement à 1 10 puissance moins 10. Donc dans ce cas-là, on interrompt les itérations, on connaît déjà le système, et sinon, on effectue l'itération de Newton. On va remplacer x par x moins le résultat de la résolution du système d'équations où f' de x est la matrice et f de x est le second membre. Donc ça s'écrit, je pense que vous vous souvenez, donc on met la matrice à gauche et elle est divisée à gauche par fx.
Donc c'est mathématiquement équivalent à l'inverse de f' de x fois f de x. Mais là, ici, ça se fait juste, bien évidemment, en résolvant un système d'équations linéaires. Voilà. Alors bien évidemment, il faudrait prendre les dispositions adéquates si jamais on a une erreur due au fait que f' est singulière ou presque singulière. Ça, on s'y intéresse pas pour l'instant, mais il faut savoir que c'est quand même important d'avoir ça comme préoccupation. Donc, il ne reste plus, donc après avoir défini nos constantes qui sont là, eh bien d'appeler notre fonction Newton avec comme paramètre la condition initiale et puis FGPS, JGPS, d'accord? Donc allons-y. X, on va le laisser en grand X puisque c'est la notation que l'on avait adoptée pour les coordonnées du récepteur. La valeur de f en grand X à l'issue des itérations, là ici on va l'appeler V, et puis K, le nom d'itération, comme le nom du paramètre formel dans la fonction. Donc allons-y. Donc on appelle Newton. Alors la condition initiale, vous verrez qu'on a la chance qu'en prenant quelque chose d'extrêmement arbitraire comme 0, 0, 0, c'est-à-dire le centre de la Terre, eh bien, il s'avère que ça converge assez bien. La fonction annulée, c'est FGPS, et sa dérivée, c'est JGPS. Et donc il nous manquera ensuite l'affichage de ces variables qui sont ressorties de la fonction Newton, qui ont été envoyées. Donc x, v et k. Alors on va sauver ce script. gps.sci, c'est pas mal comme nom. Et puis on va l'exécuter. Alors vous notez, alors on ne sait pas encore si c'est une solution qui est correcte du point de vue du problème pratique résolu. Donc là ici c'est x, ici c'est f de x, ici c'est le nombre d'itérations. Donc f de x, c'est le vecteur nul, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a quand même satisfait l'objectif recherché. Alors ce que l'on pourrait vérifier ici, c'est tout simplement que le grand X qui a été renvoyé correspond à les coordonnées d'un point qui se trouve sur la surface de la Terre. Donc le rayon de la Terre, si je ne m'abuse, je crois que c'est 6271 km ou quelque chose comme ça. Donc calculons tout simplement la norme de x, donc qui va nous donner la distance de x au centre de la Terre. On a 6369. Donc manifestement, nous sommes un petit peu en altitude par rapport au niveau moyen du rayon de la Terre, comme si elle était considérée comme une sphère, ce qui n'est pas le cas exactement. Mais donc on voit que c'est tout à fait correct et le problème a été résolu. Donc, comme je vous disais au tout début, on aurait pu, en écrivant uniquement, en définissant uniquement FGPS, résoudre le problème avec la fonction Scilab fsolve. Alors, pour mémoire, on va quand même le faire maintenant pour comparer le résultat obtenu et pour voir aussi quel est le nombre d'appels qui sont faits à la fonction f quand on ne fournit pas fsolve la dérivée. Voilà. Alors, on va taper directement les choses dans la ligne de commande. Donc, x, v. Alors, le troisième argument qui sort de fsolve, c'est pas comme nous un nombre d'itérations, mais c'est un nombre qui vaut 1 si les itérations se sont passées correctement. Donc, fsolve, même séquence d'appels que pour nous, a priori. Tout d'abord, la condition initiale, ensuite, le nom de la fonction que l'on cherche à annuler. Alors, vous voyez qu'au niveau de la solution, c'est extrêmement similaire. On voit juste que V n'est pas exactement égal à 0, contrairement à ce que l'on avait avec la méthode de Newton. Donc ça, je pense que c'est complètement lié au fait qu'on travaille finalement avec une jacobienne qui est approchée par des taux de variation. Enfin, voilà. Donc, alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir du point de vue
économique, combien a-t-on fait d'appels finalement à la fonction f quand on a fait tourner fsolve? On voit que quand on a utilisé la méthode de Newton, on a fait 6 itérations, donc de calcul de la jacobienne et puis de la fonction f elle-même. On voit d'ailleurs que dans le calcul de la jacobienne, ici, les quantités qui sont calculées, x-s1, x-s2, x-s3, pourraient ne pas être recalculées, sachant qu'on les a déjà calculées pour calculer la fonction f. Voilà. Donc ça voudrait dire que par exemple, dans notre implémentation de la méthode de Newton, il faudrait appeler une fonction qui renvoie f et sa jacobienne. C'est pas le cas pour fsolve. Donc, si on veut savoir le nombre d'appels qui ont été faits à la fonction fgps avec la méthode implémentée par fsolve, vu que cette information ne sort pas, donc on va tout simplement ici venir insérer un affichage. Alors pour pas que ça fasse trop de lignes, on va utiliser une fonction d'un peu plus bas niveau que la fonction disp. Donc on va juste lui faire afficher une chaîne de caractères. Là ici, appel f, et puis on passe à la ligne. Voilà, donc je vais juste vérifier que cela, ça fonctionne. Donc là, finalement, j'ai exécuté notre script, on a la confirmation de ce que l'on savait déjà, à savoir qu'il y a eu 6 appels à la fonction f. Donc là, maintenant, je vais taper ma ligne de commande qui fait l'appel à fsolve, et donc je devrais pouvoir compter le nombre d'appels qui ont été faits à la fonction fgps. Alors, on voit qu'il y en a nettement plus. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc ça paraît à peu près réaliste. Pourquoi? Parce que finalement, pour calculer une dérivée approchée pour la fonction f, on voit bien qu'à chaque fois, pour chaque composante de f, enfin pour chaque dérivée partielle, on va devoir à chaque fois appeler la fonction f 3 fois pour la dérivée par rapport à x1, par x2 et par x3. Donc là, on voit on a 15 appels à la fonction f, donc ça paraît tout à fait réaliste, 5 x 3, 15. Donc il y a peut-être finalement pour fsolve 5 itérations, peut-être une de moins que nous, mais donc à chaque fois avec 3 appels à la fonction f. Voilà, merci de votre attention.